Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda VF 750C de 1997. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir de vous présenter une Youngtimer. C'est quasiment d'ailleurs une moto de collection maintenant. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'avoir fait plusieurs heures de route pour me ramener ce collector. Donc les amis, si vous êtes motard depuis assez peu de temps, vous devez ignorer que dans les années 80 et même 90, Honda était surtout connu pour ses motos équipées de moteurs V4. Et à l'époque, ils mettaient cette motorisation dans quasiment toute la gamme. Vous avez bien sûr entendu parler des VFR, qui étaient des Sport GT. Il y a eu aussi des versions sportives de la VFR. Mais il y avait aussi la VFS, qui était un roadster. Vous aviez toute une gamme de VFF, qui étaient donc des roadsters carénés. Et il y avait également cette VFC, c'est bien sûr pour Custom ou Cruiser. Et cette gamme de motos donc a été introduite dans les années 80. Aujourd'hui, on a une des dernières produites dans cette gamme VFC, un modèle de 1997. Faut savoir que cette moto a été produite jusqu'en 99. Donc logiquement, le modèle que je vous présente a toutes les améliorations que cette moto a pu avoir pendant toute sa carrière. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un cruiser, hein, c'est une machine assez longue, assez basse, très jolie aujourd'hui dans ce coloris rouge bordeaux. Et bien sûr, comme son nom l'indique, c'est motorisé par un moteur de 750 cm3 et ce moteur, vous l'avez compris, est un V4. Ce moteur est alimenté par carburateur et refroidi par liquide, d'où la présence d'un radiateur à l'avant, ce qui est peut-être le seul point discutable sur l'esthétique, car sinon vous voyez que le moteur est chromé, il a des ailettes, donc bien qu'il partage une partie identique avec les VFR, ce moteur est vraiment retravaillé, ne serait-ce qu'au niveau de l'esthétique, et même mécaniquement, je sais qu'il y a pas mal de différences. Donc celui-ci développe 88 chevaux, ce qui est clairement une bonne valeur dans la catégorie des cruisers. Et la moto a un poids tout plein fait aux alentours des 240 kg, ce qui de nouveau est pas trop mal pour la catégorie. Aujourd'hui, le modèle que j'ai la chance de vous présenter est totalement d'origine. Il n'a pas été modifié du tout. Le seul accessoire présent, c'est le sissi bar. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit une pièce qui était vendue en option à l'époque par Honda. Donc comme on peut s'y attendre d'un cruiser, l'assise est extrêmement basse. Moi je mesure 1m70 et j'ai les deux pieds totalement à plat lorsque je m'arrête. Là vous voyez que j'arrive maintenant dans une zone en centre-ville. Et à manœuvrer, c'est pas trop compliqué. La position est à la cool, on a les jambes un petit peu vers l'avant. Mais on n'a pas non plus les jambes tendues, hein. C'est pas une Harley Davidson. On a un guidon un peu recourbé vers nous, il est large et ça nous donne un bras de levier suffisant. Après bien sûr, hein, c'est pas une moto comment dire, conçue pour une vivacité extrême, hein. C'est une machine faite pour cruiser, donc pour se balader, pour rouler plutôt à la cool. Et on est très bien installé sur cette moto, la selle est très confortable, elle est creusée, ça fait un petit dossier derrière les fesses. Donc franchement, on est tout de suite bien, on est à l'aise. J'arrive maintenant dans un premier rond-point et forcément, vu que c'est une moto très basse, la garde au sol est elle aussi assez limitée. C'est pour ça que je roule à très faible allure dans ce genre de situation. Si nécessaire, la position permet de se retourner pour vérifier ce qu'il y a dans nos angles morts et ça sans lâcher le guidon. On a également les rétros qui sont d'origine, vous voyez, qui sont chromés comme beaucoup de pièces sur cette moto. Et les rétros donc sont rectangulaires, on voit assez bien ce qui se passe derrière nous, on n'est pas trop gêné par nos bras. Et d'ailleurs, si on doit continuer de parler du chrome sur cette moto, vous voyez que ce qu'il y a de plus visible au-delà du moteur, c'est bien sûr les 4 échappements. Ça c'est clairement quelque chose qu'on ne voit plus sur les motos modernes, hein. Déjà le chrome ça devient rare,
mais alors 4 échappements, ça c'est rarissime. Et c'est clairement la pièce pour moi la plus jolie, la plus reconnaissable sur cette moto. Bon, pour l'instant, ça fait très peu de bruit, hein. Ce moteur est d'ailleurs extrêmement discret lorsqu'on le démarre. On a presque l'impression d'être sur une 125. C'est uniquement lorsqu'on commence à prendre quelques tours qu'on on l'entend un petit peu. Mais pour l'instant, ne serait-ce qu'en roulant à 50, le bruit de l'échappement est quand même très couvert par le bruit du vent, hein. Alors ici, je sors de l'agglomération, on va faire une petite accélération. Allez, je monte dans les tours. Faut oublier que c'est un V4, hein. Ouais, c'est surprenant ce comportement moteur sur une moto avec cette ergonomie. Ça prend les tours, vous voyez que le compte tour, la zone rouge commence à 10 000. On n'est pas du tout habitué à ça sur ce genre de machine. Habituellement, vers 6-7 000 grand maximum, on est déjà au rupteur. Là, on a vraiment l'esthétique d'un cruiser, mais c'est un moteur qui finalement, dans son comportement, semble beaucoup plus performant et beaucoup plus moderne. Maintenant, j'arrive sur le passage à basse vitesse, que vous connaissez si vous suivez habituellement mes vidéos. Donc à bas régime, ouais, ça se manœuvre pas trop mal, mais l'ergonomie de nouveau n'est pas du tout conçue pour faciliter les manœuvres. À basse vitesse, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut avec la moto, mais c'est pas une moto qui est vive, pas du tout. Faut prendre son temps, c'est à la cool, hein, vraiment. D'ailleurs, vous voyez que la taille des pneus est un peu surprenante. À l'avant, on a une roue en 17 pouces en 120, donc ça c'est plutôt normal. Par contre, à l'arrière, c'est uniquement du 150, mais surtout c'est en 15 pouces. Donc ça c'est plutôt surprenant, et visiblement il n'y a plus beaucoup de fabricants qui font encore ces tailles de pneus. C'est assez difficile d'avoir du choix lorsqu'on veut les remplacer. Donc les amis, me voilà ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Je rappelle que cette moto pèse donc environ 240 kg. Le moteur lui délivre 88 chevaux. Et il n'y a bien sûr aucune aide électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien du tout, hein. C'est une moto quasiment de collection, je le rappelle. Donc on va voir comment ça se comporte. Faut pas que j'hésite à monter assez haut dans les tours. C'est parti. Ouais, c'est vraiment étonnant. On s'attend pas du tout à ça en fait. Le moteur n'est pas brutal, c'est du Honda, c'est efficace, c'est sans exubérance, mais c'est tellement éloigné de ce qu'on attend d'une moto qui ressemble à ça. On n'a pas le couple, le gras du couple à bas régime ou les vibrations d'un bicylindre en V, c'est tout l'opposé. C'est vraiment surprenant. Certains vont adorer, d'autres vont détester car ça ne correspond pas du tout à leurs attentes, je peux le comprendre. Maintenant, on va vérifier si cette machine braque bien malgré sa longueur. Vous voyez donc que moi, j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Je braque à fond. Vais-je réussir à rester sur l'espace de la route? Ah, ça paraît peu probable. Non. S'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. C'est souvent le problème avec ce genre de machines, elles sont tellement longues que finalement ça nuit au rayon de braquage. Donc maintenant les amis, on va refaire une accélération, puis je vais me concentrer sur le freinage. C'est reparti. Maintenant je ralentis, frein arrière ça freine assez peu, frein avant... Bah, ça freine, mais c'est pas dingue du tout. Vous voyez qu'à l'avant, on a un frein à disque, mais il n'y a qu'un seul disque. Et clairement, pour une moto de ce genre et de ce poids, pour moi, ils auraient dû mettre un double disque. Et à l'arrière, c'est encore un frein à tambour. Alors pour l'esthétique, c'est plutôt pas mal sur ce genre de moto. Mais en termes d'efficacité, c'est vraiment pas dingue. Néanmoins, ça freine, hein. Là, par exemple, je freine que du frein arrière
pour m'arrêter à ce stop. La sensibilité est plutôt bonne quand on est à faible vitesse comme ça. Par contre, quand on va plus vite, le frein à tambour, je trouve ça difficilement jaugeable. Bon, sinon, concernant les performances, vous voyez que c'est pas trop mal. On a très certainement plus d'accélération qu'avec un custom ou un cruiser, appelez ça comme vous voulez, classique avec un bicylindre en V. Mais par contre, ça manque clairement de sensation à bas régime. Allez, de nouveau, un rond-point. Ouais, ça s'incline pas trop mal, mais on a toujours l'impression qu'on va avoir les repose-pieds qui frottent très vite. Et je réaccélère. Ouais, on reprend de la vitesse assez vite. Et vu que c'est un moteur à 4 cylindres, on peut néanmoins rouler à assez bas régime. On n'a pas bien sûr la souplesse d'un 4 cylindres en ligne, mais là par exemple je me suis mis à 80, je suis en 5e, je suis à peine à 3000 tours, et ça passe. Par contre dans ces conditions là, à bas régime, je n'entends plus du tout le moteur. Je n'entends que le bruit du vent. D'ailleurs, vous devez l'entendre également vous avec le micro de la caméra. Concernant les commodos, c'est vraiment réduit au plus simple, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les pièces qui tiennent les commodos, elles sont en métal, un petit peu polies, donc c'est très joli. Sur la gauche, on a bien sûr les boutons concernant l'éclairage et le klaxon. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour allumer les feux, vu que ce n'était pas automatisé à l'époque. On n'a pas de feu de détresse. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus de commande pour le starter au guidon, la commande est sur le côté du moteur. Et vous avez également le robinet pour la réserve de carburant. Et j'allais l'oublier, mais même le contacteur à clé est sur le côté. Le tableau de bord, lui, est de nouveau une très belle pièce chromée. On a deux compteurs à aiguilles, un pour la vitesse, l'autre pour le compte-tour. On a quelques voyants dans un des compteurs et les autres sont au niveau du thé de fourche. C'est très joli. Après, ça manque un peu d'infos, bien sûr, si on compare avec une moto moderne. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'ils ont mis un voyant pour vous rappeler que vous avez déployé votre béquille. Par contre, il n'y a pas de voyant de réserve de carburant. Ça, c'est un peu dommage. Bon, me revoilà en ville. Et de nouveau, je roule souvent à moins de 3000 tours. Hein. C'est une moto qui, dans sa configuration d'origine, comme j'ai actuellement, est très discrète. Hein. Pour entendre le joli bruit du V4, il faut vraiment rouler à très faible allure pour réussir à ce que le bruit soit supérieur au vent. Bon, ici, on va vérifier si ce moteur est souple. Donc là, je suis en deuxième, je passe la 3. Ouais, troisième à 1000 tours. Ouais, c'est vraiment pas mal. La quatrième, allez, cinquième, je suis sur le dernier rapport. Je suis sur le dernier rapport à 1500 tours, ça vibrote, mais ça repart. Franchement, je suis très surpris parce que habituellement, les V4 sont quand même beaucoup moins souples que leurs homologues en ligne. Et celui-ci est quasiment aussi souple. Je pense qu'ils ont dû changer le calage du moteur sur cette version cruiser. Et ça se sent vraiment, hein. Le moteur est extrêmement souple. C'est super agréable et ça renforce le côté tranquille de la moto. Là par exemple, vous voyez que j'arrive sur un passage à basse vitesse, je change même pas de rapport. Je suis à très bas régime, je suis à 1500 tours et ça reprend. Très surprenant, très surprenant ce moteur. Hein. Bon, de nouveau, là je suis à très bas régime, je suis à 2000 tours, à 40 en côte. Si je veux reprendre de la vitesse, aucun problème. Hein. Cette mécanique est efficace dès les bas régimes. Donc pour le côté cruiser, c'est très bien. Mais j'avoue que ça manque un peu de personnalité, ça manque un peu de sensation dans ce genre de situation. C'est super efficace, mais ceux qui sont habitués par exemple à une Harley Davidson, bah, ça va manquer de vibration, de tempérament, de sonorité. Mais c'est hyper efficace, ça je le redis, c'est bluffant. Maintenant un petit dodan, je suis à 30 km/h. Alors, à l'avant vous voyez qu'on a une fourche qui n'est bien sûr pas réglable, classique, elle n'est pas inversée.
À l'arrière, on a un amortisseur de chaque côté. Là, je vais essayer de prendre ce Dodan un tout petit peu plus vite. Et finalement, c'est un peu raidos, je trouve. Alors que le propriétaire me disait qu'à l'arrière, il a réglé ça au plus mou. Allez, encore un Dodan. Ouais, c'est peut-être le point le moins bon sur la moto, la suspension, sans que ce soit non plus totalement horrible. Ce sera à confirmer tout à l'heure. Bon les amis, maintenant, me voilà dans une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser avec cette machine ou s'il faut vraiment rouler que tranquille. Le problème, c'est que quand on lâche l'accélérateur, la moto, elle veut se redresser toute seule. J'ai un peu de mal à la maintenir dans la courbe. Je la sens pas super précise en fait dans ses prises d'angle. Et finalement, ouais, ça m'incite de nouveau à ralentir. Hein. C'est pas le moteur le problème, c'est plutôt la partie cycle qui vous rappelle que vous n'êtes pas sur un VFR. Hein. Donc tant que vous serez à des vitesses raisonnables, ça s'utilise sans vraie difficulté, mais vous ne pouvez pas utiliser cette moto pour rouler de manière sportive. Encore un rond-point. Et on va réaccélérer, rattraper les autres. Ouais, c'est une formalité. Et finalement, avec ce moteur qui est très très souple et utilisable à bas régime, quand on roule à la cool, on en oublie au bout d'un certain temps que ce moteur est capable de monter à 10 000 tours. Quoi. Et ça fait qu'on oublie qu'on a la possibilité d'avoir vraiment de la perf. Après, une autre différence concernant cette VFC par rapport à une VFR, c'est la boîte de vitesse qui n'a que 5 rapports. Et comme d'habitude avec les Honda, hein, bah, ça verrouille bien, il n'y a pas de problème, ça claque pas. Vraiment aucune difficulté à l'utilisation. Après, au niveau de l'ergonomie, j'ai oublié de vous dire que les deux leviers frein et embrayage ne sont malheureusement pas réglables. Et ça, c'est un peu gênant pour moi. Alors une particularité de cette dernière génération de VFC 750, c'est que vous pouvez voir la transmission finale est assurée par chaîne, alors que celle des années 80 avait une transmission par cardan. Je ne sais pas vraiment pourquoi Honda a choisi cette solution, mais on a pu la chance d'avoir une transmission sans entretien. Là, il faut faire le graissage régulièrement. Maintenant, on va vérifier ce qu'on peut faire avec cette VFC sur l'autoroute. Allez, je m'engage, pas de réelle difficulté. Je me colle en 5. Donc à 100 km/h, je suis à un peu plus de 4000 tours. Et j'ai pas trop d'air sur moi, c'est tolérable. Je vais faire une reprise, donc là j'accélère à fond. Je suis à mi-régime. 110, 120. Ouais, ça reprend pas trop mal alors que je suis pas du tout dans la zone de puissance. Hein. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que finalement, bah, je suis pas trop mal sur la moto. J'ai bien sûr de l'air qui arrive sur moi, mais j'ai connu bien pire. Pour revenir un peu sur l'esthétique de la moto, maintenant on dirait qu'elle a un look vintage, presque néo-rétro, sauf qu'à l'époque ça se voulait pas forcément dans cette catégorie. Donc je vous l'ai dit, il y a une profusion de chrome un peu partout. Au niveau de l'éclairage, on a donc un phare chromé qui n'est pas d'un très gros diamètre. Les clignotants, eux, sont par contre assez gros et également chromés. Ça participe au côté un peu vintage. Et ici on va faire un dépassement. Et c'est sûr que comparé à d'autres
cruiser de la même cylindrée, on se sent bien plus en sécurité dans ce genre d'exercice, car on a une réserve de puissance, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur des machines équivalentes. Je parle bien en cylindrée, vu que la plupart des cruisers en 750 faisaient rarement plus de 50 chevaux. Allez, ici on fait une dernière accélération. Ouais, comme je vous le disais, quand c'est nécessaire, on a ce qu'il faut au niveau puissance. Mais c'est jamais exubérant. Finalement, c'est de nouveau une moto qui mérite d'être essayée, car le look ne correspond pas vraiment au caractère moteur. Faut vraiment prendre le temps de l'essayer pour se faire un avis, car si vous attendez aux caractéristiques habituelles de la catégorie cruiser, celle-ci pourrait vous surprendre, en bien tout comme en mal, tout dépend vos critères. Maintenant, parlons des aspects pratiques. Vous allez voir que c'est très rapide, il n'y en a pas vraiment. Déjà au niveau des rangements, il n'y en a pas, il n'y a vraiment rien du tout. Vous avez par contre un petit attache casque sur le côté. Si vous souhaitez rouler avec un passager, ça se fera sans problème si en plus vous avez le 6 bar comme moi aujourd'hui. Et un autre critère qui peut être dissuasif concernant l'achat de cette machine, c'est le réservoir et la consommation. Vous voyez que le réservoir esthétiquement semble assez gros, alors qu'en fait il n'a que 13 litres. Et la consommation, elle, est aux alentours des 7 litres. Donc l'autonomie, vous l'aurez comprise, est vraiment limitée. On peut, dans le meilleur des cas, en allant jusqu'à la dernière goutte, espérer 200 km d'autonomie en faisant de l'éco-conduite. Mais en roulant plus fort, ce sera à peine 130-140 km d'autonomie. Donc finalement, sur le marché de l'occasion, qu'est-ce qui peut justifier l'achat de cette VF 750C de 97? Eh bien tout d'abord, je pense que le critère premier, ça va être l'esthétique. Si vous aimez cette esthétique, surtout aujourd'hui en rouge avec le chrome, les 4 échappements, c'est le critère principal. Si vous l'aimez pour l'esthétique, je pense que vous êtes prêt à passer sur plein de ces petits défauts. Après, l'autre critère qui fait que ça peut être intéressant, c'est que ce genre de moto ne se fait quasiment plus chez Honda. D'ailleurs, se fait quasiment plus sur l'ensemble des marques japonaises en fait. Les cruisers qui sont proposés maintenant par les japonais ont des looks très modernes et pas du tout avec ce niveau de finition. Là, c'est super beau, la moto est en parfait état alors qu'elle a bientôt 30 ans. Et sachez qu'un modèle comme je vous présente aujourd'hui, donc complètement d'origine et en parfait état, ça se négocie environ 2500 €. Donc c'est vraiment une belle machine pour pas trop cher. En plus, c'est du Honda, donc c'est réputé plutôt fiable. Juste bien sûr vérifier que l'entretien a été fait en temps et en heure sur ce genre de moto. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Et à l'inverse, si vous avez des infos complémentaires à nous apporter, n'hésitez pas. Si vous avez possédé cette machine ou si vous en possédez une encore, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera vraiment très apprécié, vu qu'on retrouve actuellement assez peu d'infos concernant cette gamme de motos. De mon côté, je remercie de nouveau mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter ce modèle quasiment de collection. Et je rappelle également que si sur ma chaîne je peux vous proposer autant de diversité en termes de tests, eh bien c'est intégralement grâce à vous. Donc si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et bien sûr abonnez-vous. Comme ça, on se retrouve dès la prochaine publication d'un test. A bientôt et bien à tous.
Franchement, ce qui me surprend vraiment sur cette VFC 750, c'est le comportement de son moteur qui finalement est très moderne. Il est pas brutal, il est efficace. Je pense vraiment que s'il ressortait une moto de ce genre avec cette esthétique, un moteur mis aux normes actuelles à injection, donc on aura une consommation plus faible et une partie cycle peut-être un petit peu plus rigoureuse que sur celle que je teste aujourd'hui, eh bien je pense qu'il pourrait vraiment prendre des parts de marché, car actuellement seuls Harley et Indian font encore des motos un peu dans ce genre et les tarifs sont totalement dingues. Donc si quelqu'un chez Honda m'écoute, ressortez une VFC.